Amis de la poésie, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de la maîtrise technique dans la création artistique. Le technique n'est certes qu'un outil, mais quelle importance a cet outil? Nous étudierons le point de vue du poète Théophile Gautier sur la question. Théophile Gautier, à qui sont dédiées les Fleurs du Mal. Et effectivement, les Fleurs du Mal de Baudelaire commencent par cette dédicace. Au poète impeccable, au parfait magicien est-ce langue française, à mon très cher et très vénéré maître et ami Théophile Gautier. Avec les sentiments de la plus profonde humilité, je dédie ces fleurs maladives. Quand on étudie un peu Baudelaire, on sait que ces dédicaces sont souvent à double tranchant. Je pense par exemple à celle très longue adressée à Arsène Houssaye au début des petits poèmes en prose. Houssaye était un écrivain prolifique, mais assez un peu intéressant, et que la postérité n'a d'ailleurs guère retenu. Il est aussi le directeur du journal La Presse, qui avait publié certains des poèmes en prose de Baudelaire avant que les deux hommes ne se brouillent pour des questions éditoriales. Mais Arsène Houssaye était surtout un bourgeois spéculateur en immobilier, partisan de la grande fraternité révolutionnaire, tout ce que méprise Baudelaire. Un extrait de cette dédicace dit « Vous-même, mon cher ami, n'avez-vous pas tenté de traduire en une chanson le cri strident du vitrier et d'exprimer dans une prose lyrique toutes les désolantes suggestions que ce cri envoie jusqu'aux mansardes, à travers les plots de brume de la rue ?» Baudelaire met ainsi son poème en prose, Le mauvais vitrier, en parallèle avec la chanson du vitrier, écrit par Arsène Houssaye, et dont voici un extrait. Il nous raconta comment il était parti le matin de la rue des Anglais, une rue où il n'y a pas 4 feux l'hiver. Comment il avait laissé là-bas une femme et 7 enfants qui avaient déjà donné une année de misère à la République, sans compter toutes celles données à la royauté. Le texte continue. Il retourna à sa femme et à ses enfants, un peu moins triste que le matin. Non point parce qu'il avait rencontré la charité, mais parce que la fraternité avait trinqué avec lui. On voit mal comment un texte fraternitaire comme celui-ci a pu plaire d'une quelconque façon à Baudelaire. Sa dédicace est profondément ironique. Un autre exemple, plus subtil, est son poème « Le rêve d'un curieux », l'avant-dernier des Fleurs du Mal. Il est dédié à F.N., qu'on devine être Félix Nadar, le célèbre photographe. Baudelaire explique, dans une lettre à son éditeur, Poulet-Malassis, qu'il avait fait lire ce poème à Nadar, mais que celui-ci avait admis n'y avoir pas compris le moindre mot. Il lui dédiait ce poème à des allures de persiflage. Il y a aussi Le Voyage, qui clôt les Fleurs du Mal, et qui est dédié à Maxime Ducamp. Ce long poème moque la foi positiviste dans le progrès, foi dont Maxime Ducamp se faisait l'apanage. Pour en revenir à cette dédicace qui ouvre les Fleurs du Mal, on serait donc en droit de se poser la question de savoir si elle est sincère ou pas. Mais Charles Baudelaire était un grand admirateur de Théophile Gautier et se voyait vraiment comme son disciple. Voici d'ailleurs ce qu'il dit dans cet extrait d'un article où il cherche à résumer la vie de Gautier. Tel astre est né avec telle fonction, et tel homme aussi. Tous les deux accomplissent magnifiquement et humblement leur rôle de prédestinés. Qui pourrait concevoir une biographie du soleil? C'est une histoire qui, dans la Genèse, est pleine de monotonie, de lumière et de grandeur. Si l'on devait néanmoins résumer la vie de Théophile Gautier, on pourrait parler de lui comme d'un grand romancier, que ce soit avec Le Capitaine Fracasse ou avec Mademoiselle de Maupin, pour son chef-d'œuvre. On pourrait parler de lui comme d'un grand poète qui inspira Charles Baudelaire, et également de l'initiateur du mouvement parnassien et sa vision de l'art pour l'art, sur laquelle je reviendrai dans une prochaine vidéo. Il a aussi participé, aux côtés de Victor Hugo, à la bataille d'Hernani, était entre autres choses critique d'art. Le poème que je souhaite vous présenter aujourd'hui est donc bien sûr de Théophile Gautier et s'appelle justement L'art.
Oui, l'œuvre sort plus belle d'une forme au travail rebelle. Verre, marbre, onyx, émail, point de contrainte fausse. Mais que pour marcher droit, tu chausses, muse, un cothurne étroit. Fille du rythme commode, comme un soulier trop grand du mode que tout pied quitte et prend. Statuaire, repousse l'argile que pétrit le pouce, quand flotte ailleurs l'esprit. Lutte avec le carrare, avec le paros dur et rare, gardien du contour pur. Emprunte à Syracuse son bronze où, fermement, s'accuse le trait fier et charmant. D'une main délicate, poursuit dans un filon d'agate le profil d'Apollon. Peintre, fuit l'aquarelle et fixe la couleur, trop frêle, au four de l'émailleur. Fait les sirènes bleues, tordant de sans façon leur queue, les monstres des blasons. Dans son âme trilobe, la Vierge et son Jésus, le globe avec la croix dessus. Tout passe. L'art robuste, seul à l'éternité. Le buste survit à la cité. Et la médaille austère que trouve un laboureur sous terre révèle un empereur. Les dieux eux-mêmes meurent, mais les vers souverains demeurent plus forts que les airains. Sculpte, lime, cisèle, que ton rêve flottant se scelle dans le bloc résistant. Ce poème clôture le dernier recueil de Théophile Gautier, Émo et Camée. Il pourrait se résumer par ses seuls 3 premiers et 3 derniers vers. Oui, l'œuvre sort plus belle d'une forme au travail rebelle, que ton rêve flottant se scelle dans le bloc résistant. Basiquement, le poète nous dit, passez-moi l'expression, plus tu en chies, mieux ce sera. Ce qui, au premier abord, semble un peu absurde. Pourtant, quand on voit certaines œuvres d'art contemporain, prenons par exemple ce concept spatial de Lucio Fontana. On a envie de s'écrier. Mais ça n'a rien d'une œuvre d'art. Moi aussi je peux le faire. Ce qui sous-entend qu'instinctivement, on pense que pour qu'une œuvre soit art, elle doit laisser s'exprimer la technicité de l'artiste. On retrouve ce même genre de pensée dans la musique, où un guitariste de rock nous semble plus légitime qu'un DJ de musique électronique. Pourtant, dans la pratique, même en partant de zéro, on peut, en travaillant 1 heure par jour, reprendre du Nirvana à la guitare en 3 mois. Bon, l'interpréter à la perfection avec un son propre et un doigté impeccable demande un peu plus de travail, mais si on devait jouer du grunge proprement, où irait-on? A contrario, maîtriser la création de sons électroniques demande de maîtriser l'utilisation de l'équalisation, du compresseur, de savoir exactement ce que fait une delay, un chorus, et 1000 autres choses encore, de connaître sur le bout des doigts les sons du logiciel utilisé, voire même de créer ses propres sons. C'est donc beaucoup de travail en amont pour sortir quelque chose de digne d'intérêt. Alors, le créateur de musique électronique serait-il meilleur musicien que le guitariste de rock? Pour répondre correctement à cette question, il faudrait faire entrer en jeu le concept d'interprétation. Et ce n'est pas le sujet du jour. Instinctivement, et en accord avec Théophile Gautier, on a tendance à penser que plus le médium est difficile à maîtriser, instrument, matière première, technique, plus l'œuvre sera puissante. Intervient là le concept de rareté. Imaginez une grande plaine recouverte de neige, avec en son centre un seul arbre aux branches nues, et en fond une petite chaumière au toit ensevelie sous la neige. Quoi de plus superbe? Eh bien, pour quelqu'un qui vit en Sibérie, c'est son quotidien. Il trouvera certes que le paysage a du charme, mais rien de transcendant. À l'inverse, il ne verra rien de plus beau que les verdoyantes collines irlandaises. Ainsi, derrière ce « moi aussi je peux le faire », il y a surtout « si moi aussi je peux le faire, c'est que tout le monde peut le faire ». C'est donc banal au possible et, conséquemment, pas vraiment digne d'intérêt. Un œil averti verra que le bleu utilisé par Yves Klein est le fruit d'une longue recherche sur la création de la couleur, et que les aplats de noir de Pierre Soulages sont justement plus que de simples aplats de noir. Derrière cette apparente facilité se cache un réel travail et une vraie recherche. Maintenant, est-ce qu'on égale le génie d'un Vermeer ou d'un Géricault? Parce que c'est bien là le cœur du problème. Être artiste, c'est notamment travailler son art, sa technique et sa culture. On imagine mal un peintre ne sachant pas maîtriser la perspective,
On se troublerait de voir un musicien ne pas savoir accorder son instrument. On se gausserait d'un poète qui se pense génial parce qu'il vient d'inventer le concept de rime. Être artiste serait donc faire vœu d'excellence technique? Pas seulement. Mais oui. Et c'est tout le problème de notre époque actuelle. Depuis les surréalistes, on pense que ce qui fait l'artiste, c'est l'expression de son moi profond. Mais André Breton avait beau prôner cela, il avait beaucoup de culture et un style exceptionnel. Un style insupportable, certes, mais néanmoins exceptionnel. Aujourd'hui, on pense que jeter un seau de peinture rouge sur une toile pour exprimer sa rage, c'est de l'art. On pense qu'écrire les banalités qui nous viennent en tête sur une feuille blanche pour exprimer sa peine, c'est de l'art. Ainsi, la seule chose nécessaire pour être artiste serait de se revendiquer artiste. Et on voit sur scène des chanteurs qui ne savent pas chanter, ni même lire une partition, ce qui donne raison à l'artiste moyen. Nul besoin de maîtriser son art, il suffit de se dire artiste pour l'être. Et tant pis si en faisant cela, on insulte ceux qui ont une vraie sensibilité artistique et une vraie maîtrise technique. Pourtant, cela ne devrait pas se sentir insulté. On a beau utiliser le même mot pour désigner artiste entre guillemets et artiste, tout le monde sait qu'on ne mélange pas les torchons et les serviettes, quand bien même on les désignerait par le même mot. Et comme le disait Richard Millet dans son Sentiment de la langue, aujourd'hui, tout le monde est artiste. J'en comprendrais presque Breton qui voulait prendre son arme et tirer au hasard. On aurait toutes les chances d'abattre un artiste. Un imposteur. Mais tout cela nous fait revenir au point de départ. Si tout est question de maîtrise technique, quelle différence entre l'artiste et l'artisan? C'est que nous vivons dans une époque tellement triste qu'il me faut réaliser une vidéo d'une quinzaine de minutes pour expliquer que l'art sans la technique, c'est du brassage de vent. Théophile Gautier, lui, dans son poème, voulait nous expliquer que plus le matériau est difficile à manier, plus l'œuvre sera solide et pérenne face à l'éternité. C'est valable pour une sculpture, et pour lui, c'est aussi valable pour un poème. Selon lui, les vers propres d'un Leconte de Lille resteront ancrés bien plus profondément dans l'histoire que les vers libres d'un Philippe Jacotet. Paul Valéry le formulait ainsi. C'est pourquoi le travail du marbre nous semble plus digne que celui de la glaise, le burin plus honorable que l'eau forte. La fresque, qui s'exécute sous la pression du temps, et dans laquelle l'action, la matière et la durée sont intimement et réciproquement liées, plus relevée et vertueuse que toute peinture qui admet la reprise, la retouche, le repentir. En gros, sans cette mutuelle fécondité de l'esprit par la matière et de la matière par l'esprit, il n'y a pas d'art. Et plus la matière sera résistante, plus il faudra de temps pour la manier. Moins elle supportera les approximations, plus il faudra peser, c'est-à-dire penser. Ainsi, la rigueur est comme nécessité par le matériau. Cette exigence de la matière engendre une exigence de soi sur soi. Faire, et en faisant, se faire. L'art repose sur une ascèse. Ostinato rigore, c'était la devise de Léonard de Vinci. Mais il faut bien admettre que M. de Vinci avait quand même ce qu'on pourrait appeler un génie naturel. Mais c'est quelque chose qui existe, le génie naturel? C'est une question que je traiterai dans la prochaine vidéo.